journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Vous êtes bel et bien sur BC Télévision pour vous informer à présent les grands titres. Pour ce des consultations ce vendredi au Palais de la Nation, le chef de l'État a reçu les associations des jeunes, mais aussi les anciens premiers ministres. Moïse Katumbi Tchapoué est arrivé ce vendredi à Kinshasa pour participer aux consultations présidentielles. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara fait face à une farouche opposition de ses adversaires après sa réélection. Et bienvenue si vous nous rejoignez. Les consultations présidentielles se sont poursuivies ce vendredi au Palais de la Nation. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, devrait recevoir tour à tour les anciens premiers ministres, notamment Sami Badibanga et Bruno Tshibala, mais aussi les anciens présidents des deux chambres du Parlement congolais, notamment Léon Kengo Wadondo pour le Sénat et Philomène Omatuku pour la Chambre basse du Parlement, mais aussi les chefs coutumiers et les associations des jeunes. Il devra également recevoir les notabilités Né Congo, notamment Luzolo Bambilesa, Mbachimbacha Floribert, mais aussi les anciens gouverneurs de la Banque centrale du Congo, parmi lesquels Massango Moulongo et Pai Pai Ouassiaka Sige. Restons dans les consultations pour vous informer que Théodore Ngoy, ancien candidat malheureux à la présidentielle de 2018, consulté par le chef de l'État, a demandé à ce dernier de respecter la Constitution. On l'écoute. J'ai expliqué au président de la République, en présence des autres collègues candidats aux élections de 2018 qui avaient formé le collectif avec moi, que la Constitution avait établi un régime politique qui fonctionnait de cette manière. Lorsque le président de la République est chef de la majorité, le régime est présidentiel. Parce que le chef d'État a tous les pouvoirs. Mais quand il n'a pas la majorité, les pouvoirs sont partagés entre lui et le chef de la majorité. Et nous sommes dans cette situation-là. Il y a une majorité dont nous avons mis en exergue l'irrégularité. Parce que je suis allé à la Cour constitutionnelle pour demander l'annulation des élections au motif qu'elles étaient irrégulières, que même les résultats étaient irréguliers. Et donc cette majorité-là a été approuvée par l'accord entre les CAF et le FCC. Nous nous étions étonnés d'ailleurs, je l'ai dit au président de la République, de voir l'IDPS faire cette alliance-là. Mais cette alliance est justifiée par le fait que le président aurait dû éventuellement choisir d'avoir une majorité opposée à lui et se comporter comme François Mitterrand face au pouvoir contraire, c'est-à-dire ce qu'on appelle la cohabitation, que l'on a appelé techniquement aussi la coexistence des pouvoirs. Le président aurait pu choisir ça et en appeler chaque fois au peuple pour exercer le pouvoir que lui laisse la Constitution, étant donné que les chefs constitutionnels sont majorité. Mais il a choisi de faire l'accord. La Bible dit: tu ne violeras aucun droit, tu suivras ponctuellement la justice si tu veux demeurer dans les pays et y jouir de la vie. Parce que je lui ai dit qu'il a cette réalité juridique et politique. C'est-à-dire qu'il y a une majorité qu'il a approuvée et à cause de laquelle, pour lui permettre de gouverner, il a fait un accord. Va-t-il se lever un matin et balayer cette majorité? Ce serait la crise. Il va violer la Constitution parce qu'il faut qu'il y ait une crise persistante entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. On n'est pas dans le cas d'espèce. Et donc le président de la République m'a informé qu'il va dialoguer aussi avec cette majorité et qu'il devra nécessairement lever des options qui ne vont pas à l'encontre de la Constitution. Et nous lui avons dit qu'il faut absolument qu'il respecte la Constitution parce qu'il a prêté serment devant Dieu et devant la nation de respecter la Constitution. Et puis nous avons prié ensemble. Voilà.
Et puis Moïse Katumbi Tchapoué, président du parti politique Ensemble pour la République, est arrivé ce vendredi à Kinshasa pour prendre part à ces consultations initiées par le chef de l'État en vue de créer une union sacrée pour la République. Les détails avec Espérance Louvonou. Il était 13h, heure de Kinshasa, quand le leader du regroupement politique Ensemble pour la République a foulé le sol de la capitale via l'aéroport international de Ndjili avec son jet privé. Après la prise de température, Moïse Katumbi a remercié le Kinois pour cet accueil. Une grande joie, je voudrais d'abord remercier le peuple kinois. S'il n'y a pas eu de troisième peuple natif, c'est grâce aux Kinois. Accueilli par une foule immense des partisans, les militants de plusieurs partis politiques, notamment MLC, UDPS et MLP, et surtout quelques cadres et députés des partis précités. Il s'est de noter que Moïse Katumbi est à Kinshasa sur invitation du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le cadre de consultations en vue de la formation de l'Union sacrée pour la République. Autre chose à présent, le Premier ministre Sylvestre Ilunkamba a reçu les doléances des agents de la SCPT à travers le président du conseil d'administration de cette entreprise, à savoir José Makila Soumanda, qui a ensuite demandé aux agents de son entreprise de garder espoir. Suivez. Je suis venu voir le Premier ministre parce que la SCTP a une créance sur l'État de 400 millions de dollars. Et en ce moment, la SCTP est confrontée à plusieurs difficultés, surtout d'ordre social. Nous devrions relancer l'entreprise. Et il va falloir que l'État puisse nous payer pour que nous ayons d'abord le moyen de relancer l'entreprise et puis essayer de diminuer tant soit peu les problèmes sociaux que nous avons au niveau de l'entreprise. C'est pourquoi je suis venu voir le Premier ministre. Avec lui, on a tenu une réunion, on a fait le tour d'horizon et il a souhaité que je sois reçu par le comité de conjoncture le mardi pour en discuter. Donc je reviendrai ici pour que ce problème soit posé au niveau du comité de conjoncture et qu'enfin on puisse trouver une solution durable en ce qui concerne ce litige qui a beaucoup duré. Donc oui, aux agents, je leur dis de garder l'espoir parce que le Premier ministre a pris ce problème à bras le corps. C'est un père de famille, il est venu aussi des entreprises de l'État, la SNCC, donc il sait que la masse laborieuse n'attend que sa décision, à lui comme Premier ministre, pour être soulagé. Donc les agents peuvent faire confiance à notre gouvernement, peuvent faire confiance au Premier ministre pour que nous puissions trouver une solution à nos problèmes sociaux. C'est moi qui vous remercie. Parlons Covid-19, la situation épidémiologique du jeudi 5 novembre rendue publique ce vendredi est telle que le cumul des cas testés positifs est de 11 517, dont 315 décès et 10 838 personnes guéries. Alice Kabangou pour les détails. 30 nouveaux cas confirmés, dont 25 à Kinshasa, 5 au Nord Kivu et 1 dans le Haut-Katanga. 185 échantillons testés, aucun nouveau décès parmi les cas confirmés dans le centre de traitement de la maladie à Covid-19. 30 nouvelles personnes sorties guéries et parmi les patients suivis à domicile à Kinshasa. Depuis les débuts de l'épidémie déclarée le 10 mars dernier, le cumul de cas est de 11 517, dont 11 516 confirmés et improbables. Notez que le test de Covid-19 est gratuit pour tout Congolais en RDC. Cependant, le test de voyageurs est payant et son prix est fixé à $30 américains. Tuerie de 3 personnes dont un couple et un enfant jeudi 5 novembre 2020. La tragédie a eu lieu dans le Nord Kivu, en territoire de Nirangongo, village Rwimba, au sein du groupement Kibumba. Christelle Genda pour les détails. Situé dans la province du Nord Kivu, au territoire de Niragongo, dans les villages de Rulimba en groupement de Kibumba, où 3 personnes, dont un couple et un enfant, ont été tuées par des hommes armés non identifiés. D'après la société civile de cette contrée, l'irruption de ces hommes armés a été signalée aux environs de 21h. Le président de cette structure citoyenne, Mambo Kawaya, a manifesté son inquiétude par rapport à la recrudescence de l'insécurité dans les Niragongo et a appelé les autorités afin d'agir le plus vite possible.
Dans sa conclusion, il a signalé en outre qu'une dame âgée de 42 ans a été grièvement blessée par balle et internée depuis à l'hôpital général de référence de Nyiragongo où elle est prise en charge. D'une province à une autre, la situation sécuritaire dans la province de l'Ituri demeure préoccupante et nécessite des mesures plus fortes de la part du gouvernement central. Suivez cette réflexion de nos confrères de la province de l'Ituri. La situation humanitaire en province de l'Ituri mérite une attention particulière. Malgré les engagements pris çà et là par les groupes armés, chaque jour qui passe, le nombre de déplacés ne fait qu'augmenter suite aux exactions en répétition observées dans certains territoires. À ce jour, la province de l'Ituri compte 1,6 million de déplacés répartis dans les familles d'accueil et différents sites à travers la province. Ces derniers vivent pour la plupart dans des conditions inhumaines. Ils sont confinés dans une tente de 2 à 3 mètres par ménage et manquent de quoi vivre. Conséquence, les enfants sont obligés de faire usage de l'article 15 pour survivre. Ils sont visibles dans presque tous les coins de la ville, les jours comme la nuit, exposés ainsi aux intempéries et à l'insécurité par manque de prise en charge. Certains parmi eux se livrent même aux pratiques peu tolérantes telles que la drogue, le tabagisme, la mendicité et même la débauche pour celles ayant atteint l'âge de 12 ans. De passage à Bunia, le ministre en charge des actions humanitaires et solidarité nationale, Steve Mbikai Mabuluki, conscient de cette triste réalité, a tenté de calmer la tempête sans succès. Il a fait don de quelques vivres et non aux plus vulnérables seulement, avec promesse de faire pression au gouvernement central pour des solutions idoines, promesse qui jusqu'à ce jour reste lettre morte. Au stade actuel, les besoins sont tellement immenses que le gouvernement provincial, vu les difficultés qu'il éprouve, ne sait satisfaire faute de moyens. Se déplacer pour la plupart manifeste déjà la volonté de retourner dans leur village pour des travaux champêtres, mais difficiles faute de l'insécurité. Le gouvernement central devrait agir sans tarder en accélérant le processus de désarmement déjà entamé avec différents groupes armés signataires d'actes d'engagement unilatéral pour mettre fin à l'insécurité, cause majeure de mouvement des populations vers la ville. Par cette réflexion, le gouvernement provincial lance un cri d'alarme aux autorités du pays, baillards de fonds et aux personnes de bonne volonté pour sortir l'Ituri de cette situation désastreuse afin d'étouffer le plus tôt possible cette bombe à retardement avant que le pire n'arrive. Depuis sa relance en décembre 2019, quelle évaluation peut-on faire à ce jour de la ferme avicole de Daipen Lukelenge dans les Kasaï orientales? Élément des réponses dans ce reportage. Plus de 30 ans après sa faillite, Daipen Lukelenge a repris ses activités en 2019 grâce à un financement du Fonds de promotion de l'industrie, FPI. Cela dans le cadre du programme d'urgence des 100 jours du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La relance des activités de Daipen Lukelenge a permis de lutter contre l'insuffisance alimentaire en fournissant à la population de Mbuji-Mayi et de ses environs des poulets de chair et des œufs frais à des coûts à la portée de la bourse de cette population majoritairement à faible revenu. Après 14 mois d'activité, les résultats sont palpables. Daipen Lukelenge a déjà écoulé sur le marché de Mbuji-Mayi plus de 26 000 poulets de chair. Un poulet de chair de 2 kilos est vendu au prix de 12 000 francs congolais contre 18 000 francs congolais il y a de cela 18 mois. Daipen Lukelenge produit également sur une moyenne mensuelle 183 000 œufs et le plateau des œufs se vend à 9 000 francs congolais. Motif donc de satisfaction auprès de la population consommatrice qui est rassurée de la qualité du produit. Auparavant, on s'approvisionnait au marché, mais depuis que Daipen a installé ses points de vente, nous venons nous approvisionner ici. Cependant, autant que la population se dit-elle satisfaite, autant elle regrette que l'offre demeure encore faible face à la forte demande du marché de Mbuji-Mayi. Et du côté des gestionnaires du projet, en l'occurrence les sujets israéliens de LR Group et Dental, on rassure d'y remédier dans le tout prochain jour. Le projet est appelé à se développer. L'objectif est d'avoir une ferme avec la capacité d'élevage de 15 000 poules pondeuses par an. Un autre projet qui fait ses preuves à Mbuji-Mayi, c'est l'économie du peuple. Ces grands magasins qui vendent du tout.
installée par les établissements Malila Nzenze grâce à un accompagnement du FPI. Ce projet vise à créer l'abondance des produits de première nécessité et réduire le prix sur le marché des Mbujimai. Un objectif atteint par les établissements Malila Nzenze, mais le projet n'a pas atteint son expansion suite aux réalités liées aux mauvaises conditions de navigabilité sur la rivière Lubi entre Lusambo et Ndomba. Nous avons un grand tonnage au niveau de Lusambo, mais malheureusement nous éprouvons actuellement des difficultés pour évacuer à cause de la rivière Lubi. Les regards restent ainsi braqués vers la régie des voies fluviales, la RVF, qui pourtant avait été financée par le FPI pour draguer et désensabler la rivière Lubi. Arrivé depuis le 29 octobre 2020 au port des Boma, c'est finalement le jeudi 5 novembre que le premier lot des nouveaux bus de la Société nationale des transports Transco est arrivé à Kinshasa sous l'admiration des Kinoises et Kinoiseux. Espérance Louvounou signe ce reportage. Une centaine de bus de la Société de transport au Congo, Transco, sur les 440 commandés au Brésil par le ministère de Transport, est arrivé à Kinshasa jeudi 5 novembre 2020. Une caravane a été organisée dans les artères principales de la capitale afin de présenter ce bus aux Kinois. Ce dernier ont salué l'arrivée de ce premier lot de bus. Ce 440 bus de marque Mercedes vont servir toute l'étendue de la République démocratique du Congo et donc les autres provinces seront aussi servies. Par ailleurs, la société Transco signale aussi avoir mis en place une politique d'approvisionnement en pièces de rechange pour 5 ans accompagnée d'un service de dépannage mobile. Notez que l'absence de bus Transco a occasionné des difficultés de transport en commun à Kinshasa et certains conducteurs de bus et taxibus s'étaient livrés à la hausse du prix et au phénomène dit demi-terrain. Restons à Kinshasa pour parler de manque d'éclairage public sur certaines grandes artères, ce qui cause l'insécurité et les accidents de circulation. Sofia Zaorati et Orly Kias ont circulé pour les comptes de BC Télévision. C'est le 25 août dernier que les gouverneurs de la ville de Kinshasa avaient lancé les travaux de réhabilitation de l'éclairage public sur le boulevard du 30 juin dans la commune de la Gombe. Plus d'un mois après ce lancement, l'observation faite par les Kinois est telle que, sur certains tronçons des artères de la capitale, comme l'avenue des Huileries et les boulevards Sendoué, ne disposent d'aucun éclairage public. Les Kinois déplorent cette absence d'éclairage public à Kinshasa car elle a des conséquences dangereuses, l'insécurité, les accidents nocturnes. La demande aux autorités est que les lampadaires soient allumés, surtout à l'approche des fêtes des fins d'année. En dehors de nos frontières, précisément en Côte d'Ivoire, le nouveau président Alassane Ouattara, qui a brigué un troisième mandat anticonstitutionnel, fait face à une farouche opposition de ses adversaires, du nombre desquels figure Guillaume Soro. Et la crise post-électorale tant évitée est désormais prévisible en Côte d'Ivoire. Sami Bossongo réfléchit sur cette question. La présidentielle ivoirienne du 31 octobre, caractérisée par la candidature pour un troisième mandat d'Alassane Ouattara et soldée par la victoire écrasante de ces derniers, ne finit pas de faire parler d'elle. La situation du pays, présentée comme très critique, se singularise par l'atteinte à la liberté des opposants qui ne peuvent ni entrer ni sortir de leur résidence encerclée par les forces de l'ordre. Les opposants, dont les plus entreprenants et en vue, Henri Konan Bédié et Guillaume Soro, multiplient les initiatives en vue de la création d'un Conseil national de transition, CNT en sigle, qui sera présidé par Henri Konan Bédié. Le lundi 2 novembre, les différents leaders de l'opposition ont annoncé leur adhésion au CNT. Dans sa répression, Alassane Ouattara fait arrêter les militants et leaders de l'opposition et les principaux dirigeants du CNT. Les opposants appellent à l'organisation des élections libres, inclusives et transparentes dans les meilleurs délais. La répression du régime Ouattara est perçue par les opposants
comme des tentatives de déstabilisation de la Côte d'Ivoire, alors que le régime, lui, estime inacceptable que des aventuriers tentent une guérilla urbaine. Guillaume Soro, l'ex-premier ministre devenu farouche opposant, décrit l'effusion du sang des Ivoiriens au quotidien. Il lance l'appel à l'armée à agir en armes et conscience pour rétablir la paix et la concorde dans le pays, le préserver des pogroms intercommunautaires et à agir pour redonner à la constitution ivoirienne ses lettres de noblesse. Et puis en sport, l'association sportive Maniema Union a tenu en échec le cercle sportif Don Bosco chez lui à Lubumbashi sur les scores des 2 buts partout. Quels sont les autres résultats et le classement provisoire de la Vodacom Ligue 1? Sami Bosongo nous en dit plus. À la fin d'un match très disputé d'un bout à l'autre au stade de Tout-Puissant Mazembe le jeudi 5 novembre, Don Bosco revenant au score chaque fois après avoir encaissé, le leader au classement partiel, l'association sportive Maniema Union et les Salésiens ont fait jeu égal. 2 buts partout, le score au bout de cette rencontre. L'autre affiche du jour à la Vodacom Ligue 1, c'est le match prévu à Goma entre l'association sportive Simba et l'association sportive Dauphin Noir qui n'a pas été joué en raison de l'absence pour cause d'aviation du club de Lualaba dans la ville volcanique. À Kinshasa, au stade de Martyrs de la Pentecôte, la jeunesse sportive de Kinshasa, JSK en sigle, et le RCK se sont neutralisés par un but partout. Après avoir encaissé un but, le RCK a réussi à égaliser à la 84e minute de la partie. Dans le classement partiel, l'association sportive Maniema Union trône grâce à ses 16 points plus 4 après 9 matchs joués. Elle est suivie de l'association sportive Vita Club 13 points plus 6 au bout des 7 rencontres disputées et du FC Renaissance qui au terme de 8 rencontres disputées a grappillé 12 points et 0 de différence de but. Poursuivons ce journal avec la revue de presse sélectionnée par Merveille Baba Bebaye. Poursuivons l'actualité de ce jour avec la revue de presse, mesdames et messieurs. Tout d'abord, ce titre de radio-okapi.net. Équateur, 3 millions de francs congolais destinés à la paie des enseignants consumés dans un incendie. Une pirogue motorisée affrétée par la Caritas contenant une enveloppe de 3 millions de francs congolais a pris feu. L'annonce a été faite par la Caritas Développement de Mbandaka Bikoro. L'incendie a eu lieu mercredi 4 novembre pendant le transport de la cargaison de Mbandaka vers Lukolela. Le fonds était destiné à la paie des enseignants pour le mois d'octobre 2020. Une mission d'enquête a quitté Mbandaka ce jeudi 5 novembre matin pour les lieux de l'incendie. Le coordonnateur de la Caritas Développement du diocèse de Mbandaka Bikoro, l'abbé Louis Lieli, a indiqué au cours d'un point de presse que le fonds a été embarqué à bord d'une pirogue motorisée affrétée par la Caritas. Outre le conducteur et son assistant, il y avait aussi à bord 4 agents payeurs et 2 militaires qui sécurisaient le convoi. Poursuivons avec actualité.cd pour parler Covid-19. La RDC et le Rwanda autorisent la traversée des frontières uniquement aux élèves, étudiants, enseignants et médecins résidents. Les frontières entre la RDC et le Rwanda sont de nouveau réouvertes depuis ce jeudi 5 novembre 2020 après plus de 9 mois de fermeture suite à la pandémie à coronavirus. Cette décision est consécutive à la réunion tenue lundi dernier à Goma entre le gouverneur Kalinza Tsukasivita du Nord Kivu et Alphonse Mouniantwali, gouverneur de la province ouest rwandais. Cette réunion qui s'inscrivait dans le cadre de la coopération interprovinciale avait pour objet la gestion de la pandémie de la Covid-19 entre les deux provinces transfrontalières. À l'issue de celle-ci, les parties ont convenu de faciliter la traversée sur leur territoire respectif des élèves, étudiants, enseignants et médecins résidents. Au sujet des titres de voyage, il a été décidé que seules les personnes détenant les passeports et laissez-passer seront autorisées à traverser la frontière de part et d'autre. Terminons avec Forum des As qui renseigne qu'au cours d'une conférence de presse tenue hier par Willy Makiashi, il soutient la Cour constitutionnelle de notre pays est devenue illégitime.
Pour cet enseignant de droit à l'université de Kinshasa, l'ordonnance numéro 20/116 portant nomination des magistrats Dieudonné Kamulete Badibanga, Alphonsine Kaloumé Asengo et Dieudonné Kalouba Dibois comme membres de la Cour constitutionnelle a été sans respect des dispositions constitutionnelles. Selon Willy Makiashi, les nominations dont est porteuse l'ordonnance numéro 20/116 du 17 juillet 2020 signée et publiée le vendredi 17 juillet 2020 par le président de la République sont nulles de plein droit. Ces doctrinaires de droit expliquent que les dites nominations ont été faites en violation des articles 118 et 158 alinéa 1er de la Constitution et des articles 2 et 28 de la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Celle-ci devient illégitime car composée arbitrairement en violation flagrante des textes constitutionnels et légaux aujourd'hui en vigueur en RDC, a-t-il détaillé. Composée en violation de la Constitution, souligne le professeur Willy Makiashi, la Cour constitutionnelle en l'état actuel des choses ne saurait en être légitimement les gardiens. Le professeur Willy Makiashi ne s'arrête pas là à ces désastres juridiques. Il fait également mention des l'imbroglio et du chaos qui ont entouré la prestation des serments des 3 nouveaux membres de la Cour constitutionnelle voulus et organisés contre vents et marées par le président de la République en violation de l'article 10 de la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Fin de cette revue de presse, chers téléspectateurs, merci de l'avoir suivi. Ici s'achève ce journal dont voici les rappels des titres. Poursuite des consultations ce vendredi au Palais de la Nation, le chef de l'État a reçu les associations des jeunes, mais aussi les anciens premiers ministres. Moïse Katumbi Tchapoué est arrivé ce vendredi à Kinshasa pour participer aux consultations présidentielles. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara fait face à une farouche opposition de ses adversaires après sa réélection. Fin complète de cette édition d'information. Merci à vous qui nous avez suivis et restez branchés sur BC Télévision. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.